Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. 50 millions de dollars, c'est le financement pour la réalisation de la deuxième phase du projet RAR destiné à l'alimentation des villes de l'Aïoun et de Djigeni en eau potable. La pose de la première pierre a eu lieu ce jeudi par le président de la République. L'interprétation de l'ancien hymne national par la jeunesse du RFD à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance suscite la controverse. Les débats, parfois violents, enflamment la toile entre opposants et approbateurs. L'indépendance, c'est aussi l'occasion de se souvenir des faits marquants de l'histoire du pays. La ville de Nouakchott, sortie du néant à la fin des années 50, en est une illustration. Merci d'être avec nous. La première pierre de la seconde phase du projet RAR, destiné à l'alimentation des villes de l'Aïoun et de Djigeni en eau potable, a été posée ce matin par le président de la République. La deuxième phase de ce projet comprend les installations de transport de l'eau à l'aide de tuyaux en fer de diamètre allant de 200 à 400 mm sur 250 km et deux stations de pompage, dont l'une est d'une capacité de 5 000 m3 par jour et l'autre 2000 m3 par jour, en plus de châteaux d'eau pour la distribution et le stockage de l'eau. La phase comprend également des installations de distribution dont environ 150 km de conduite allant de 63 à 400 mm de diamètre et la réalisation de 5000 embranchements domestiques. Le coût de cette phase du projet s'élève à 50 millions de dollars sur financement de l'État mauritanien et du Fonds arabe pour le développement économique et social. Il y a plus d'une cinquantaine d'années, Nouakchott sortait des dunes de sable. Elle n'a pas bénéficié d'héritage colonial, comme c'est le cas ailleurs. Pour les témoins de cette époque, le développement urbanistique de Nouakchott est un progrès. Mais pour la jeunesse, qui se base sur d'autres référentiels, c'est une urbanisation anarchique. Un reportage de Céré Sidibé. Née dans les années 58, la création de la ville de Nouakchott est caractéristique de la volonté de l'homme à dompter la nature. C'était un défi. Moi, quand je sors à Nouakchott, je suis très contente. Parce que vraiment, l'évolution de cette ville est extraordinaire. C'est une ville de 67, disons d'ailleurs une ville de 60. Parce que 57, il y a eu la pose de la première pierre. Les blocs ont été réalisés. Les hauts fonctionnaires habitaient une partie des blocs et les autres fonctionnaires, moins élevés que le premier rang, habitaient l'autre côté. La capitale de la Mauritanie indépendante est donc née au forceps pour répondre aux exigences de souveraineté nationale. On pouvait compter sur le bout des doigts le nombre d'infrastructures existantes. Qu'est-ce qui a changé à Nouakchott? On peut dire que tout a changé. Les goudrons, des ronds-points, disons même des boulevards. Et Nouakchott avait une limite. Vous voyez ce qu'on appelle maintenant le lycée de jeunes filles, qui s'appelait à cette époque de l'indépendance cours complémentaire de jeunes filles. C'est-à-dire les filles qui avaient réussi l'entrée en 6e, en tout cas qui avaient obtenu le certificat d'études primaires, venaient faire 4 ans dans ce cours pour complémentaire de jeunes filles. Les petites maisons, là, Nouakchott s'arrêtait là, disons, pour le sud. Oui, alors pour le nord, quand nous sommes arrivés, Nouakchott s'arrête là où il y a, je crois, l'immeuble de Moritel. Après, maintenant, il y a une distribution de terrain et Nouakchott a avancé jusqu'à la limite de la maison de Bouakar Alpha. Si les anciens se satisfont de l'évolution qu'a connue la capitale Nouakchott, la jeunesse, elle, semble plus exigeante. C'est une ville qui a connu un très fort taux de croissance de la population, probablement plus d'un quart aujourd'hui des habitants du pays vivent ici. Et du point de vue superficie, elle a également enregistré un développement, une extension presque, je dirais, tentaculaire. Du point de vue des infrastructures, même si on peut noter qu'il y a eu quelques efforts, il faut quand même retenir qu'on est en face d'une urbanisation anarchique. Nouakchott vient de loin, les anciens le savent. Ce n'était pas évident.
En quelques années, Nouakchott, au parcours si singulier, occupe désormais une place respectable parmi les cités modernes du continent. Toute comparaison doit justement prendre en considération cette singularité d'une ville créée ex nihilo. Le RFD, Rassemblement des forces démocratiques, vient de susciter la controverse au sein de l'opinion nationale après qu'il ait interprété l'ancien hymne national pour célébrer à sa manière le 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette interprétation de l'ancien hymne a suscité un vif débat qui a enflammé la toile entre opposants et approbateurs et qui s'est vite transformé en une polémique constitutionnelle. Tous les leaders historiques du parti ont assisté à cette cérémonie organisée par la jeunesse du parti, l'occasion de rappeler les étapes majeures de l'indépendance et de la fondation de la jeune République. Une jeunesse du rassemblement des forces démocratiques responsable de son présent comme de son avenir. Dans ces moments graves que vit la Mauritanie, la jeunesse doit être porteuse de ce message. Cette jeunesse doit aussi démontrer qu'elle n'acceptera pas que les conditions difficiles que vivent les populations au quotidien puissent continuer, tout comme elle s'opposera à tout ce qui peut porter atteinte à l'unité nationale et à l'avenir de la Mauritanie. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, le Ghanéen Mohamed Ibn Chambas, a déclaré hier à Dakar que son institution suivait avec intérêt la prochaine élection présidentielle du Sénégal, dont le premier tour est prévu le 24 février 2019. Il a rappelé qu'en 2019, il y aura des élections au Bénin, en Guinée-Bissau, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. Il était invité à la Maison de la Presse de Dakar, l'association de la presse étrangère au Sénégal, et s'exprimer sur le thème de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et les prochaines échéances électorales en Afrique de l'Ouest. L'élection présidentielle en Mauritanie aura lieu au cours du premier semestre de l'an prochain. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, ne s'y représentera pas. Et maintenant, le journal de l'économie avec Hamallah Diakana. Bienvenue dans ce journal d'économie. Coup d'envoi ce jeudi du 3e sommet africain du commerce et de l'investissement SACI IFRAN Forum. Cette rencontre de 2 jours se tient en partenariat avec le groupe Ecomédia sous le thème « La croissance durable au service de l'Afrique émergente ». D'emblée, Khadija Idrissi, Djanati, directrice du forum, a noté que la rencontre d'IFRAN se veut différente, tangible et concrète. En effet, cette nouvelle édition mettra l'accent sur 4 secteurs d'activité à fort potentiel pour le développement économique et social de l'Afrique et qui constituent des enjeux majeurs pour le continent: industrie, énergie, tourisme et infrastructure. Le festival de l'électronique et du jeu vidéo Abidjan Feja a fermé ses portes, mais le désir des jeunes africains de percer dans le monde du jeu vidéo reste intact. Si l'industrie vidéoludique mondiale pèse près de 120 milliards de dollars, l'Afrique ne représente qu'1% de ce chiffre d'affaires. L'Afrique est encore un outsider dans l'industrie du jeu vidéo, mais la donne peut-elle changer? Avec près de 120 milliards de dollars générés en 2007, un chiffre d'affaires qui pourrait doubler à l'horizon 2022 selon une étude de Digi Capital. Et puis à la veille de l'ouverture du sommet G20 en Argentine, les plus grandes économies mondiales ont imposé 40 nouvelles barrières commerciales entre mi-mai et mi-octobre sur un volume d'échange de près de 500 milliards de dollars, a révélé l'Organisation mondiale du commerce OMC dans un rapport sur le suivi des mesures commerciales appliquées par les membres du G20. Le volume des échanges couverts par de nouvelles mesures de restriction à l'importation a atteint 481 milliards de dollars. C'est un montant plus de 6 fois supérieur à celui enregistré au cours de la période précédente et le plus important depuis que cette mesure a été calculée pour la première fois en 2012. Le directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo, a lancé un avertissement en jugeant les conclusions du
des rapports très préoccupants et a appelé à une action immédiate pour désamorcer la situation. Si aucune solution n'est trouvée, les risques économiques augmenteront avec des conséquences possibles sur la croissance, l'emploi et les prix à la consommation dans le monde. Fin de ce journal d'économie, retour à Salwa Sherif. Merci Hamada Diagana. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Florence Parly, la ministre française des Armées, a confirmé hier que le chef djihadiste Hamadoun Kofa, le chef de la Katiba Massina qui est active dans le centre du Mali, a bien été tué le 23 novembre dernier par les forces françaises et maliennes. L'information avait été annoncée le week-end dernier par les autorités des deux pays. Le bilan était de 35 terroristes neutralisés et parmi eux leur chef. Ce succès intervient après deux autres opérations qu'il avait précédées quelques jours auparavant. Réuni à Bruxelles, le Conseil de l'Union européenne a adopté l'accord de pêche avec le Maroc. L'accord devra être ensuite entériné par les commissions compétentes du Parlement européen avant son adoption finale en plénière. Le nouvel accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne précise, entre autres, les zones de pêche et les conditions d'accès pour la flotte européenne, avec une augmentation de la contrepartie financière qui passera d'une moyenne annuelle de 40 millions d'euros à 52,2 millions d'euros. Les deux parties s'étaient également entendues dans cet accord sur les dispositions visant à optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées. Par ailleurs, dans un objectif de préservation de la durabilité des ressources halieutiques et de la protection de l'environnement marin, des exigences techniques avaient été intégrées dans l'accord. Les présidents du Tchad, du Niger et du Nigeria font front commun pour barrer la route à Boko Haram. C'est aujourd'hui qu'ils se sont rencontrés à N'Djamena. Leurs hommes opèrent dans la zone du lac Tchad au sein de la force mixte multinationale. Ils veulent, comme le souhaite le président nigérian Muhammadu Buhari, éliminer Boko Haram de la surface de la terre. Le président nigérian s'était justement rendu hier à Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, fief de Boko Haram, un déplacement qui intervient une semaine après l'attaque contre une base militaire qui avait fait des centaines de morts parmi les soldats et plusieurs blessés. Le président Buhari tentait ainsi de motiver ses troupes dont le moral est très bas en ce moment. Les pourparlers de paix au Yémen commenceront la semaine prochaine en Suède. Depuis plusieurs semaines, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, le diplomate britannique Martin Griffiths, tente de relancer le processus de paix après l'échec d'une première tentative en septembre dernier à Genève où les Houthis ne s'étaient pas déplacés. Ils se sont cette fois dit prêts à envoyer une délégation en Suède le 3 décembre. Les représentants du gouvernement yéménite arriveront après ceux des rebelles, selon donc la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya. Un membre de la délégation gouvernementale a déclaré que les discussions auraient lieu le 4 décembre, mais que la date pourrait changer pour des questions de logistique. Les sénateurs américains viennent d'adresser un coup de semonce à l'administration Trump. Une résolution pour cesser tout soutien militaire à l'Arabie saoudite dans la guerre au Yémen a en effet franchi hier un premier obstacle au Sénat. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et le ministre de la Défense, Jim Mattis, qui avait fait le déplacement au Congrès dans la matinée pour les convaincre de rester aux côtés de l'Arabie saoudite, n'auront visiblement pas pu trouver les bons arguments. Dans l'après-midi, 63 sénateurs républicains et démocrates contre 37 ont donné leur feu vert à un débat sur la résolution bipartisane. Cette large majorité ne préjuge pas du vote final sur le texte qui pourrait n'intervenir que la semaine prochaine, mais donne une idée du malaise des élus. En effet, de nombreux parlementaires ayant fait part de leur écœurement après l'assassinat du journaliste et leur frustration face à la réponse de Donald Trump. Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté aujourd'hui 14 Palestiniens dans différentes régions de la Cisjordanie occupée. Les autorités de l'occupation israélienne mènent quotidiennement des descentes et des arrestations contre plus d'une dizaine de jeunes Palestiniens dans toutes les provinces de Cisjordanie occupées. Selon des statistiques officielles publiées par la commission chargée des affaires des prisonniers, le nombre de Palestiniens dans les prisons israéliennes a atteint plus de 6500. Le président américain Donald Trump a tweeté qu'il annule sa rencontre avec Vladimir Poutine et il l'a fait juste avant d'embarquer à bord d'Air Force One à destination de Buenos Aires pour le sommet du G20. Il a indiqué dans son tweet, je cite, « En partant du fait que les navires et les marins n'ont pas été retournés par la Russie à l'Ukraine,
j'ai décidé qu'il serait mieux pour toutes les parties concernées d'annuler ma rencontre préalablement prévue en Argentine avec le président Vladimir Poutine. Et sur cette note se termine ce journal. Tout de suite le rappel des titres. 50 millions de dollars, c'est le financement pour la réalisation de la deuxième phase du projet RAR destiné à l'alimentation des villes de l'Aïoun et de Djigueni en eau potable. La pose de la première pierre a eu lieu ce matin par le président de la République. L'interprétation de l'ancien hymne national par la jeunesse du RFD à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance suscite la controverse. Les débats parfois violents enflamment la toile entre opposants et approbateurs. L'indépendance, c'est aussi l'occasion de se souvenir des faits marquants de l'histoire du pays. La ville de Nouakchott, sortie du néant à la fin des années 50, en est une illustration. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.